20 h, Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. L'actualité reste ponctuée ce soir au Gabon par la célébration de la première journée du souvenir dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route célébrée chaque troisième dimanche du mois de novembre. Nous aurons dans ce journal les messes dites à l'intention des victimes. En Afrique, l'énergie solaire reste peu utilisée mais connaît actuellement un développement sans précédent. Pas besoin de grandes technologies pour avoir de l'électricité bon marché, comme va nous le rapporter Gladys Maganga. L'actualité dans le monde, c'est aussi le Vatican avec le pape François qui a clos dimanche son année sainte de la miséricorde après avoir créé samedi 17 nouveaux cardinaux, dont 13 électeurs, parmi lesquels Monseigneur Dieudonné Zapalenga, l'archevêque de Bangui, qui s'est illustré par la protection des musulmans lors des conflits en Centrafrique. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Parlons encore, Madame, Monsieur, aujourd'hui de la célébration chaque 20 novembre de la Journée mondiale du souvenir qui a connu un écho favorable au Gabon. Le ministre des Transports, Flavien Fumouondo, a organisé une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre de Libreville en mémoire des victimes des accidents de la route. Le reportage de Renandem et Lardi Nguemamba. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,25 million de personnes meurent chaque année dans le monde par accident de la route. En août dernier, le Gabon enregistrait l'un de ces accidents les plus meurtriers sur la route de Congo, à une centaine de kilomètres de Libreville, la capitale. Pour eux, mais également pour tous les accidentés de la route, ce 20 novembre, la communauté internationale s'en souvient. Une journée du souvenir commémorée à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Soutenir ceux qui ont perdu la vie dans les accidents de la circulation et donner de l'espoir et du courage à ceux qui ont été handicapés. Les accidents de la route, une actualité également évoquée par le curé de la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Cette journée a été instituée en 2005 par les Nations Unies et elle nous invite à rendre un hommage à tous les accidentés de la route, à nous rendre solidaires dans la prière. La ministre des Transports a profité de cette occasion pour conscientiser les automobilistes qui conduisent souvent en état d'ébriété. La journée du souvenir des accidentés de la route sera désormais célébrée chaque 3 novembre de l'année. Restons sur la Journée mondiale du souvenir, cette fois pour parler des victimes des accidents de la route. À Libreville, l'ONG Face à Demain a organisé ce jour une campagne de sensibilisation sur les dangers de la route, surtout articulée sur le projet La route et moi à l'église de l'Alliance chrétienne d'Avea. Sibyl Mengue, Jocelyn Bombadianga. Devenu paraplégique à la suite d'un accident de la route, Manu Badinga, responsable du projet La route et moi, a sensibilisé ce dimanche le plus grand nombre en cette journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Le souhait, c'est vraiment que notre pays ait un service d'aide à domicile pour les malades de longue durée qui sont toujours à la maison habités. Parce qu'il arrive, certains, de rester 1 an sur leur lit. Je dis 1 an sur un lit. Et 1 an sur un lit, il faut avoir une visite des professionnels. Parfois, ce sont les parents qui s'occupent des malades, mais les parents qui n'ont aucune formation médicale, qui sont là à gérer les questions des escarres, qui vous changent les sondes urinaires, qui vous font la toilette. Et vous savez que la toilette d'un malade ne se fait pas comme toutes les autres toilettes. Et il faut un spécialiste qui vienne expliquer cela. Florentine, également devenue paraplégique à l'âge de 13 ans, témoigne. Nous qui sommes victimes de la situation de la route, moi je l'ai vu à l'âge de 13 ans. Je l'ai vu. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, mais c'est pas facile de vivre avec le handicap de la situation de la route. C'est pas facile. Une sensibilisation qui aura su toucher l'assistance. La sensibilisation de cette association Face à Demain nous a beaucoup interpellés en tant qu'Église parce que vous savez que l'Église œuvre, n'est-ce pas, pour le social. Le projet La route et moi vise à lutter contre l'insécurité routière et apporter du soutien aux victimes de la route gravement atteintes. L'actualité est
En Afrique est ponctuée justement par l'Éthiopie et le Maroc qui ont signé samedi un accord de construction d'un important complexe de production d'engrais agricoles, un investissement de plus de 2 milliards d'euros sur 5 ans qui devrait permettre à l'Éthiopie de devenir autosuffisant dès 2025. L'annonce de la signature de la convention de construction du complexe de production d'engrais agricoles a été faite à la faveur d'une visite officielle du roi du Maroc, Mohamed VI, en Éthiopie. Le royaume entend développer ses échanges sud-sud et Rabat a annoncé sa volonté de réintégrer l'Union africaine dont le siège se trouve à Addis Abeba. Au terme de l'accord signé samedi entre le gouvernement éthiopien et l'entreprise publique marocaine OCP SA, cette dernière devrait investir 2,4 milliards de dollars, environ 2,25 milliards d'euros entre 2017 et 2022 pour la construction du complexe dans la grande ville orientale de Dir Dawa dans l'est de l'Éthiopie. Les deux parties n'ont pas souhaité donner plus de précisions sur les modalités du projet. Toutefois, les perspectives de l'entreprise publique marocaine, l'Éthiopie pourrait, grâce à ce complexe, produire 80% de ses engrais en 2022, une fois la première phase terminée, et être autosuffisante dès 2025. Au-delà de ce projet, le Maroc et l'Éthiopie ont également signé une dizaine de protocoles d'accord dans le domaine du commerce, de l'investissement, de la fiscalité, de l'agriculture, de l'eau et de l'irrigation. Et puis au Mozambique, l'explosion accidentelle d'un camion-citerne, souvenez-vous, drame qui s'est produit jeudi en zone rurale, a fait au moins 60 morts et une centaine de blessés, dont des femmes enceintes et des enfants grièvement brûlés. Les autorités mozambicaines cherchaient vendredi à élucider les circonstances de cette explosion. Le récit de Gladys Maganga. Suite à l'explosion accidentelle qui a causé la mort d'une soixantaine de personnes, une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les causes du drame qui s'est produit jeudi dernier en zone rurale, non loin de la frontière avec le Malawi, à 90 km de la ville de Tété, la capitale de la province mozambicaine. Ils ont tiré du combustible et le camion-citerne s'est enflammé. Du coup, les personnes qui étaient là, le chauffeur et le revendeur, ont fui. Ensuite, le feu du camion-citerne s'est éteint de lui-même. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités locales, le camion effectuait la liaison entre le port mozambicain de Beira et le Malawi et s'est arrêté avant la frontière pour vendre illégalement du combustible, une pratique fréquente au Mozambique. Si les indices montrent qu'il y a crime, les personnes seront poursuivies. Mais le bilan pourrait être revu à la hausse car la police est encore en train de chercher des corps ou des blessés. Les victimes seraient enterrées dans une fosse commune. Je vous l'annonçais en titre. Aujourd'hui, l'énergie solaire reste peu utilisée, mais se développe de plus en plus dans la minuscule remise de Bernard, éleveur de poulets qui n'a pas les moyens de se raccorder au réseau électrique, utilise désormais l'énergie solaire pour éclairer ses soirées ou alimenter sa radio et sa télévision. Les détails dans ce reportage. Dans toute l'Afrique, consommateurs et communautés de zones rurales ou isolées se lancent dans la production d'énergie décentralisée en marge des réseaux électriques nationaux que développent parallèlement les États par des projets de plus en plus ambitieux, notamment dans les énergies renouvelables. Sans accès en réseau, les panneaux solaires sont une solution bon marché, explique un jeune homme habitant d'un petit village à environ 60 km au sud-est de Nairobi, qui a renoncé aux générateurs trop coûteux en carburant. Le Sénégal a mis en service en début du mois une centrale photovoltaïque de 22 MW, une dizaine de jours après une précédente de 20 MW. Les premières d'une série, avec l'objectif affiché de 20% d'énergie renouvelable en 2017 et 30% en 2018. Le solaire présente encore moins de 5% de sources d'énergie des réseaux électriques africains, mais cette part ne cesse de grandir. L'augmentation de la production électrique se heurte toutefois aux limites physiques du réseau, faute d'avoir conçu l'aménagement du territoire dans cette optique. Le Sénégal, avec environ 60% de foyers couverts par le réseau électrique, est pourtant relativement bien loti par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne, loin devant les pays comme le Soudan du Sud et le Libéria, où ce taux atteint à peine 1 ou 2%. Les événements en France, comme vous le savez, sont marqués par la primaire de la droite. Après avoir patienté pendant plus d'une heure dans la file nombreuse des votants, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a voté ce dimanche en fin de matinée dans un bureau de vote à l'ouest de la ville pour le premier tour de la primaire de la droite. Le récit d'Andy Tungui.
Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a voté dimanche en fin de matinée pour le premier tour de la primaire de la droite en vue de l'élection présidentielle 2017, primaire dont il est l'un des favoris. Arrivé avec son épouse à 11h10, l'ancien Premier ministre est dizaine et a patiemment attendu son tour pour voter devant une quinzaine de personnes. Il y a beaucoup de monde partout. C'est bon signe. Ça prouve que l'exercice est réussi, a-t-il dit à la presse devant une longue file d'attente. À la question s'il avait l'impression de jouer un moment important, Alain Juppé a répondu oui, ça c'est sûr. Devant des dizaines de journalistes, il a glissé son enveloppe dans l'urne à 12h09, au bureau de vote de la Chartreuse Saint-André dans le quartier Codéran. Il y a beaucoup de monde partout, voilà. Donc, de mon point de vue, c'est bon signe. En tout cas, ça prouve que l'exercice est réussi. Mais attendons ce soir. Je n'ai pas d'autres commentaires. Vous êtes confiant? Bien sûr. Il n'y a pas de stress. Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression de jouer un moment important de votre carrière politique? Ça, c'est sûr, oui. Bonjour. Les sondages ont donné longtemps et régulièrement Alain Juppé comme favori, faisant la course en tête devant Nicolas Sarkozy et 5 autres candidats avant une spectaculaire remontée ces derniers jours de François Fillon. 17 cardinaux ont été créés samedi par le pape François qui façonne progressivement un collège de cardinaux à son image, moins européen, engagé dans la paix ou la justice sociale. La description de la cérémonie dans ce reportage. 13 hommes de tous les continents sont devenus samedi des cardinaux électeurs. 3 Européens, 3 Américains, 1 Mexicain, 2 Sud-Américains, 2 Africains, 1 Asiatique et 1 prélat d'Océanie. 4 autres cardinaux de plus de 80 ans ont un statut plus honorifique. Chaque nouveau prince de l'Église a reçu sa barrette pourpre, une coiffure ecclésiastique en forme de toque quadrangulaire ainsi qu'une bague. Seul un évêque du Lesotho, âgé de 87 ans, n'a pas fait le voyage. Le pape François, 79 ans, qui créait pour la 3e fois des cardinaux depuis son élection en 2013, a personnellement déjà nommé plus d'un tiers des électeurs. Il a expliqué que ces choix reflétaient l'universalité de l'Église en opposition avec une tradition jadis davantage centrée sur l'Europe. Dans le nouveau conclave, ils sont désormais 45% d'électeurs venus d'Europe, 14% d'Amérique du Nord, 12% d'Afrique, 12% d'Asie, 11% d'Amérique du Sud, 3% d'Amérique centrale et 3% d'Océanie. Le rééquilibrage devient plus en phase avec la présence majoritaire de croyants dans l'hémisphère sud de la planète. Toujours au Vatican, le pape François a clos dimanche son année sainte de la miséricorde. Leitmotiv qu'il a décliné sans relâche avec des gestes chocs comme le rapatriement des migrants dans son avion ou l'accueil au Vatican de longues processions d'exclus comme les détenus. Regardez. La porte sainte de la basilique Saint-Pierre a été refermée dimanche en milieu de matinée par le pape. Très recueilli, en tirant lentement les 2 bâtons de la lourde porte de bronze, il est resté ensuite immobile en prière, la main sur son crucifix, avant de célébrer une messe en plein air devant 70 000 fidèles et tous ses cardinaux, sur une place Saint-Pierre remplie sans être bondée, demandant la grâce de ne jamais fermer les portes de la réconciliation et du pardon, mais de savoir dépasser le mal et les divergences, a dit le pape François dans son homélie, avant d'appeler les croyants à donner leur chance aux autres. Le pape avait ouvert cette porte sainte le 8 décembre 2015 en présence du pape émérite des missionnaires Benoît XVI, absent dimanche. Selon une tradition datant du Moyen-Âge, en passant cette porte, les pèlerins chrétiens ont pu demander le pardon de leurs péchés. Fait inédit, le pontife argentais a souhaité l'ouverture des milliers de portes saintes dans le monde, ouvrant personnellement la première en Afrique, à la cathédrale de Bangui, en Centrafrique. L'élément qui suit n'a rien à voir avec le Vatican. Ils nous ont emmenés comme des moutons, se rappellent des Irakiens, en racontant comment les djihadistes du groupe État islamique ont conduit de force leur famille à Mossoul pour servir de bouclier humain. Le fil des événements dans ce reportage. Bachar est désormais libre. Avec sa famille, un petit groupe, il a réussi à s'échapper de la seule grande ville que contrôle encore le groupe État islamique dans son pays. Tremblant de froid, il raconte que plusieurs jours auparavant, des hommes de l'État islamique avaient pris en otage la population de plusieurs villages des alentours de Mossoul pour battre en retraite avec eux dans la grande ville du nord de l'Irak. On se trouve à l'heure actuelle dans le village de Kabr al-Bded. Des familles se trouvaient sur l'autre rive du Tigre, dans le district de Nimroud, et elles ont été évacuées en bateau. Le bateau a réussi à transporter et à sauver 15 familles. Les djihadistes voulaient se servir de ces civils pour se prémunir des frappes aériennes de la coalition internationale
et des tirs d'artillerie des forces irakiennes. La situation n'est pas bonne dans Mossoul, résume Bachar en offrant un rare témoignage de la vie dans la ville où les forces irakiennes progressent lentement dans les quartiers de l'Est. Nous avons quitté le village de Djibala et nous avons marché jusqu'ici en agitant des drapeaux blancs. Nous avons entendu une voix qui sortait d'un haut-parleur et qui nous invitait à traverser la rivière. Les femmes ont eu peur, mais je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Nous avons réussi en fin de compte à traverser la rivière. Dieu merci. Selon l'ONU, l'État islamique a contraint des dizaines de milliers de personnes à quitter leur foyer dans certains secteurs autour de Mossoul depuis le début du 17 octobre de l'offensive des forces irakiennes. Cet élément sur les apprentis exorcistes que nous allons découvrir regroupe en son sein des avocats, écrivains, architectes ou encore femmes au foyer réunis pour un seul objectif, apprendre en 3 ans à combattre diables et démons en tant qu'élèves de l'école de consultants en exorcisme en Argentine, unique en Amérique latine. Regardez. Cette scène impressionnante est un rituel d'exorcisme pratiqué par un évêque luthérien. Manuel Acuña dit être capable de combattre le diable qui se serait selon lui emparé de cette femme. Autour de lui, les élèves de l'école d'exorcisme qu'il a fondée dans la banlieue de Buenos Aires, après avoir réussi à maîtriser une jeune fille qui semblait possédée un jour de messe en 2001. Ce jour-là, de mon premier exorcisme, le diable et moi avons échangé nos cartes de visite. Et depuis, être exorciste est devenu mon mode de vie. Un mode de vie qu'il entend transmettre à ses fidèles. Pour 47 $ par mois pendant 3 ans, son école, unique en Amérique latine, enseigne l'art de déjouer les maléfices, mais aussi la psychologie, le chamanisme ou encore l'interprétation de phénomènes paranormaux. Les apprentis exorcistes viennent de tous les horizons, avec en commun une quête de réponse. J'ai écouté le prêtre, je suis venue à la paroisse. Et à partir de là, j'ai commencé à venir à l'école pour trouver une explication aux choses qui m'étaient arrivées. Et aussi pour aider les autres. L'église luthérienne argentine est opposée à l'exorcisme et les pratiques de ce prêtre suscitent scepticisme et désapprobation. De ce qu'on peut voir et de ce qu'il ressort de tout ça, qu'est-ce qui est sincère et qu'est-ce qui est motivé par l'argent? À quel point est-ce motivé par la gloire, le pouvoir, les affaires? Et quel est le lien avec Dieu, la vérité de Dieu et ce que Dieu attend des gens? Pour cet élève, c'est l'examen final, une épreuve de purification avec des bougies. Eduardo, informaticien, va donc obtenir le Graal, un diplôme de consultant en exorcisme. Des pick-up cette fois, des bottes de cow-boy et des rivières d'alcool. Bienvenue dans le monde moderne des rendez-vous galants de l'arrière-pays australien où l'on vit très loin de la ville la plus proche et où les applications de rencontres ne servent vraiment à rien. Quand on habite dans le 3e pays le moins densément peuplé du monde, pas facile de faire des rencontres. En Australie, à l'époque de Tinder et d'Internet, les bals de célibataires restent un pilier de la culture du bush. Comme ici, en Nouvelle-Galles du Sud, où ils sont 1500 à avoir fait le déplacement cette année, venus de centaines de kilomètres à la ronde, pour trouver l'âme sœur, revoir de vieux copains et surtout faire la fête. C'est vraiment histoire de faire une grosse fête. Les gens viennent ici, s'amusent, rencontrent du monde et s'éclatent vraiment. Avant le bal, c'est le keybanging, une tradition locale sans équivalent en français. Le but, créer un retour de flamme par le pot d'échappement en démarrant et éteignant le moteur à répétition tout en accélérant. Et c'est le plus bruyant qui gagne. Autre ingrédient majeur du folklore, l'alcool. Je vais continuer à boire jusqu'à 8 heures, jusqu'au début du bal. Et ensuite, je vais continuer à picoler. Avec autant de boissons, l'intensité de la fête est telle que les secouristes ne sont jamais loin. Il y a beaucoup d'excès d'alcool. Ceux qui boivent trop peuvent s'évanouir et ils risquent de s'étouffer en aspirant leur vomi. Et en général, les gens qui boivent trop risquent toujours de faire des trucs stupides. La fête dure jusqu'à l'aube ou jusqu'à l'évanouissement. Malgré tout, les rencontres ont bien lieu à l'ancienne. Et Cupidon, s'il tient encore debout, peut frapper à tout instant.
Du sport à présent avec cette organisation du championnat national de cyclisme à Libreville. Durant 2 jours, les coureurs de différentes catégories ont parcouru plusieurs kilomètres de route dans la capitale gabonaise. Le but, valoriser cette discipline sportive qui a de beaux jours devant elle. Mirandangue et Jospin Bomadianga. 36 coureurs venant de 5 provinces du Gabon ont parcouru ce dimanche plus de 140 km pour l'élite et de 80 km pour les juniors dans la capitale gabonaise. Pour Geoffroy Gandaba, champion du monde de cette compétition, cette récompense est le fruit d'une préparation à la fois physique et mentale. Mentalement, je suis préparé depuis. Je sais que je dois aller dans une compétition où il y a beaucoup d'adversaires, donc mentalement je suis préparé et puis bon. Je me prépare très bien physiquement aussi. Par exemple, chez moi à Franceville, je peux aller à Lekoni, à Mwanda, à Kieni, ici et là, et puis travailler les circuits dans Franceville. Cette discipline qui a de beaux jours devant elle connaît des difficultés au regard de la vétusté du matériel. Malgré le souci mécanique que j'ai eu, je n'ai pas eu assez de temps pour préparer la course. J'ai eu une semaine d'entraînement. Je pense qu'il ne faut pas toujours s'attendre à ce que les Gabonais puissent gagner à la tropicale. Bon, le meilleur classement comme ça s'est passé l'année passée, ça pourra arriver. Mais il faudrait d'abord une bonne préparation. Tout mettre en œuvre de sorte que l'ensemble des disciplines sportives de notre pays puissent réellement, n'est-ce pas, avoir le minimum qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir fonctionner. Les coureurs qui ont moins de 18 ans pour certains et plus de 25 ans pour les autres espèrent en faire un métier afin de représenter le Gabon lors des compétitions internationales et remporter à cette occasion des médailles. Le rappel des titres avant de nous quitter. Nous avons eu dans ce journal la célébration de la première journée du souvenir dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route célébrée chaque 3e dimanche du mois de novembre. C'était un reportage de Renandem. L'énergie solaire reste peu utilisée mais connaît actuellement un développement sans précédent en Afrique. Plus besoin de grandes technologies pour avoir de l'électricité bon marché comme nous l'avons vu dans ce journal. Le Vatican a marqué l'activité dans le monde avec le pape François qui a clos dimanche son année sainte de la miséricorde après avoir créé samedi 17 nouveaux cardinaux, parmi lesquels Monseigneur Dieudonné Zapalenga, l'archevêque de Bangui qui s'est illustré, souvenez-vous, par la protection des musulmans contre des conflits en Centrafrique. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là, avec la rédaction de ce dimanche, l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de rester sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous.